L'objectif, au fait, c'est de fluidifier le commerce, donc les fonds en Ukraine, sachant que la majorité des banques ont été fermées, qu'il y a d'énormes difficultés de circulation de monnaie. Donc le gouvernement a décidé de faciliter les échanges commerciaux à travers des crypto-monnaies. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Bienvenue pour la revue de la presse technologique avec notre ami David Schiffer, spécialiste en cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons parler encore et toujours de la guerre et de ce qui se passe autour d'elle. Voilà, on est avec lui. Bonjour David. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors, on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et de l'utilisation vertueuse ou pas qu'on peut en faire parce que ça bouge énormément, notamment en ce qui concerne l'identification de photos. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Alors, c'est la reconnaissance faciale, pour être précis, et c'est la société Clearview qui est spécialisée dans ce domaine de la reconnaissance faciale. Ils ont récolté une banque d'images de quelques milliards de visages et ils savent, à travers une photo, identifier une personne en fonction de ses profils Facebook, Instagram, enfin, ces photos qui traînent sur le net. Donc ça peut être vertueux parce que ça peut servir... en l'occurrence, la société Clearview offre ses services au gouvernement ukrainien pour identifier des agents ou des soldats russes qui se baladeraient parmi ses rangs, pour identifier des personnes mortes dans la guerre ou des personnes perdues, disparues, etc. Et donc ça peut sembler une très bonne idée. D'ailleurs, ça peut être utilisé à très bon escient, mais ça peut aussi être utilisé, un peu comme on l'a vu en Chine, à très mauvais escient. C'est-à-dire que vous avez des caméras qui filment partout, et puis la moindre infraction, le moindre faux pas, ça vous met des mauvais points, ça vous met des amendes, ça vous contrôle, et si c'est utilisé entre de mauvaises mains, ça vous flique partout où vous êtes. Donc on est dans 1984, totalement. Complètement. Tueur à gages aussi, identifier absolument, les victimes. Absolument. D'ailleurs, c'est à propos usage. Oui, à propos usage, il y a la mairie de Ranana qui organise une course là dans la ville, comme toutes les villes en font, et ils ont dispensé les coureurs de porter un QR code qui sert en général pour les identifier par les photographes qui prennent des photos sur le parcours de la course, comme ça se fait sur toutes les courses et les marathons. Et comment ils font pour identifier les personnes ? C'est à travers la reconnaissance faciale. Ça marche. Donc voilà. Ça, c'est plutôt vertueux, on va dire. C'est plutôt vertueux, sympa. Sauf que une fois que vous avez donné votre accord pour l'utilisation de votre photo et que vous avez envoyé votre photo à cette mairie qui a ses systèmes de sécurité, qui les regarde, on ne sait pas trop combien ils ont investi dans la cybersécurité, c'est parti dans le monde. Et la société qui fournit la solution, parfois gratuitement, pour l'utilisation de la reconnaissance faciale, elle garde ces données et ça fait gonfler ces bases de données qu'elle peut ensuite vendre au plus offrant. Vous avez angoissé, David. C'est le but. Non, mais franchement, c'est vrai, il faut faire attention. Alors, il paraît qu'on peut même aujourd'hui, alors là, vous allez me dire si oui ou non, reconnaître les gens malgré le port du masque. Ah oui, alors c'est carrément une nouveauté qui vient de sortir sur la dernière mise à jour de l'iOS. Effectivement, l'iPhone est désormais capable de reconnaître votre visage avec le masque. Alors ça vient un petit peu tard par rapport au Covid, mais quand même, c'est une énorme prouesse, c'est-à-dire qu'avec seulement les yeux et une partie du front, l'iPhone est capable de reconnaître la personne pour le déverrouillage en l'occurrence. Bon, remarquez aux abords des stades, pour ceux qui sont mal intentionnés ou dans des grandes manifestations, c'est pas mal. C'est toujours comme ça qu'on perd notre liberté. Hein. D'un côté, c'est pas mal, pour mais la sécurité. Pour la sécurité, c'est bien. Voilà. Mais pour la et liberté, puis plus c'est ça moins va, bien. plus on a de sécurité, moins on est en sécurité, et plus on perd en liberté. Donc je ne suis pas d'accord avec ce paradigme. C'est l'expert qui le dit. Voilà, il n'est pas d'accord. Ok. On va continuer encore avec la guerre. Décidément, la cyberguerre, ça marche et ça marche plutôt bien. Une cyberarmée contre les Russes. Alors, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox ? Alors, c'est a priori une vraie info puisque le gouvernement ukrainien a réussi à lever une armée virtuelle de 300 000 hackers ou personnes volontaires pour participer à des opérations, cyber-opérations contre la Russie. On en ça fonctionne ou pas Alors, vraiment ? Ça fonctionne un peu, puisqu'on voit pas mal d'attaques contre des systèmes russes, les systèmes informatiques, mais c'est
pas du tout, ça n'a pas l'air d'être un élément probant dans cette guerre. Donc peut-être que notamment ces cybersoldats sont utilisés à des buts défensifs également, ce qui comble un petit peu les équilibres de guerre. On sait que la Russie est très forte dans le domaine de la cybersécurité. À propos, il y a des soupçons qui courent sur la société Kaspersky d'antivirus. Il y avait une première annonce de l'ANSSI qui disait « Méfiez-vous de Kaspersky parce que peut-être qu'il serait plus tellement en mesure de fournir des solutions de sécurité aussi performantes qu'il ne l'était. » Et là, il y a une communication russe, de l'équivalent. Kaspersky, Ah oui, c'est une société russe. Oui. Et il y a même une communication qui est partie de l'équivalent, la BSI, l'équivalent allemand de l'ANSSI, qui a dit il est possible que Kaspersky soit utilisé par le gouvernement russe, donc méfiez-vous de Kaspersky. Bien sûr, Kaspersky a tout de suite démenti, il prétend être totalement autonome. Mais on sait bien qu'en Russie, personne n'est vraiment autonome. Bon, alors on va continuer avec une attaque, cette fois-ci, qui a eu lieu en Israël, en tout cas contre des Israéliens, c'est plus juste. C'est les attaques DDoS. Alors, DDoS, ça ne parle pas à tout le monde. Vous, ça vous parle évidemment. Vous allez forcément nous expliquer de quoi il s'agit. Effectivement, donc c'était des attaques contre des sites internet israéliens, du gouvernement israélien notamment. Le DDoS, c'est le Deny of Service. Donc, c'est des attaques par déni de service. Pour faire simple, c'est un peu comme si toutes les voitures du monde se présentaient à un péage d'autoroute au même moment. Forcément, ça créerait un énorme blocage et ça bloquerait l'autoroute. C'est le but. Il y a deux types d'attaques. Soit tout le monde se connecte au site en même temps, ce qui fait que le site n'est plus accessible pour ceux qui arrivent en dernier. Soit tout le monde se connecte à une faiblesse du site en même temps, ce qui fait que le site carrément s'effondre. Donc il arrête complètement de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit redémarré, remis en état, filtré, etc. Alors, ça, c'est ce que représente l'attaque par déni de service, le DDoS. Par contre, le DDoS en soi n'est pas forcément une chose gravissime. Ça rend le service inaccessible pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il se remette sur place, mais ça ne crée pas a priori de dégâts. Sauf qu'en général, ce genre d'attaque est utilisé pour derrière lever une faiblesse, utiliser le fait que les systèmes soient effondrés pour s'infiltrer dans les systèmes, voler des données, abîmer des choses, effacer des données, etc. Donc a priori ce n'était pas le cas, les sites internet ont été inaccessibles pendant quelques minutes seulement, ce n'était pas dramatique. Sauf qu'on voit que pendant cette fameuse guerre, cyberguerre en Ukraine, etc., il y a quand même des gens qui ont du temps pour s'attaquer à des sites gouvernementaux israéliens. C'est assez édifiant. Bon, alors on continue avec l'Ukraine, avec la guerre. Pendant justement que les attaques font rage, eh bien, l'Ukraine a décidé de légaliser la crypto-monnaie. Oui. Pourquoi, David ? Alors, c'est une loi qui a été votée donc la semaine dernière par le gouvernement ukrainien. L'objectif, au fait, c'est de fluidifier le commerce, donc les fonds en Ukraine, sachant que la majorité des banques ont été fermées, qu'il y a d'énormes difficultés de circulation de monnaie. Donc, le gouvernement a décidé de faciliter les échanges commerciaux à travers des crypto-monnaies. Ça vient en parallèle des levées de fonds qui ont été faits par le gouvernement ukrainien pour récolter, pour participer à l'effort de guerre. Le gouvernement c'est pour des ukrainien... gros contrats, évidemment, c'est pas pour les particuliers, on a bien Alors compris. c'est aussi pour les personnes. On peut détenir désormais des comptes en crypto-monnaie, ce qui permet d'avoir des échanges très rapides. En quelques minutes, vous échangez vous faites des transferts, des virements, des échanges de monnaie. Donc c'est hyper pratique quand on peut échanger de la crypto-monnaie. Oui, tout le monde n'en a pas, ça coûte cher quand même. Pardon ? Tout le monde n'en a pas. Alors, tout le monde peut en acheter. En échange de vrai argent, tout le monde peut en acheter. C'est assez facile à se procurer. Il suffit de se créer un compte sur une plateforme et puis acheter de la crypto-monnaie, des bitcoins, des Ethereum ou autres crypto-monnaies disponibles. Enfin, des petits bouts de bitcoin. Oui, des petits bouts, bien sûr. Oui, des petits bouts. Ça coûte quand même très cher. Ok. Bon, alors ça, c'est vraiment une des conséquences premières de la guerre. C'est assez saisissant. Comme l'Ukraine utilise les moyens informatiques pour essayer de se défendre. Oui.
Quand on sait que pendant les guerres, il y a d'énormes choses qui bougent, là, en l'occurrence, effectivement, c'est assez impressionnant parce que ça oblige à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait en temps normal. Et certains y trouvent un intérêt, soit par la force des choses, soit pour des raisons de force majeure. Ils n'ont plus tellement le choix. D'ailleurs, le gouvernement ukrainien a profité des crypto-monnaies pour lever des fonds. Ils espéraient 200 millions de dollars. Ils en ont récolté pour l'instant un peu plus de 100 millions en crypto-monnaies. Donc, ils ont des adresses, Bitcoin, Ethereum et je ne sais plus quelle autre monnaie, où ils invitent les gens à leur envoyer des fonds en crypto-monnaie pour soutenir leur effort de guerre. Bon, on a fait le tour sur cette question. En tout cas, c'était très intéressant comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine ? Absolument, avec grand plaisir. Et voilà, formidable. Merci, c'était la revue de la presse technologique. Merci Cathy. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.